Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pensée des critiques, alors qu'il fait un temps de chien, je suis quand même dans la Melon Mobile à la sortie du cinéma pour vous parler d'un film sorti donc ce mercredi en salle, à savoir le tant attendu ou pas, voire très controversé ou non, biopic sur Donald Trump, tout ceci un peu moins d'un mois avant l'élection présidentielle qui l'oppose à Kamala Harris. Bien évidemment, il va être question ici de The Apprentice, réalisé non pas par un Américain, mais par un Danois d'origine iranienne, Ali Abazi, à qui l'on doit notamment Border ou encore Les Nuits de Mashhad. Totalement un autre style ici ou pas? Si quand même, mais bon, on peut faire des liens toujours. Et dans le rôle de Trump, dans les années 70-80, donc au début de son ascension, nous avons Sebastian Stan, et oui, le soldat de l'hiver, qui est transfiguré ici, évidemment physiquement, et pour interpréter l'avocat qui va faire Trump, son mentor si vous voulez, puisque le titre c'est The Apprentice, nous avons Jeremy Strong, fort connu pour son rôle de Kendall Roy dans la série Succession, et ici il joue un autre Roy de son prénom, Roy Cohn. Peut-être c'est la vengeance, j'ai envie de dire c'est la vengeance de Kendall Roy, ce rôle-là, peut-être. Dans le rôle d'Ivana Trump, la première épouse de Donald, nous avons Maria Bakalova, qui est bulgare d'ailleurs, alors que son personnage est d'origine tchèque, et qui s'est fait connaître visiblement dans Borat 2, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. C'est aussi la présence de Mark Randall ou Martin Donovan. Pour donc, alors, techniquement, oui, c'est un biopic, mais avec peut-être des trucs romancés, allez savoir. Un scénario écrit par un journaliste qui s'appelle Gabriel Sherman, et qui donc va nous montrer comment le jeune Donald Trump, donc, à partir de 1973, on a cette timeline par rapport au président Nixon, tout ça, Watergate, hein, vous connaissez, comment il va réussir à se faire un nom, avec ses ambitions immobilières, grâce à cet avocat, vraiment l'avocat du diable, hein, le roi de la triche absolue, Roy Cohn, qui va faire de lui un requin absolu. Et donc, on va voir comment Trump va gravir les échelons, oui, certes, alors qu'il est déjà riche, hein, de famille, évidemment, et essayer de devenir le roi de New York. To make New York great again, peut-être, avant ce qu'il fasse plus tard, parce que le film ne parle pas du tout de sa présidence, rien du tout là. Hein. Et voilà, Trump Tower, tout ça, petit passage, tentative de rendre Atlantic City plus grand que Las Vegas, visiblement, bon, on n'en parle pas trop, ça a l'air d'être le succès escompté, mais on va se concentrer donc sur la naissance d'un winner, alors que Trump est présenté comme une sorte de gars, pas loser, mais pas très à l'aise quand même. Et un beau jour, alors qu'il est dans un club privé très huppé à New York, le plus jeune, quand même, hein. Bon, je sais pas trop comment il est arrivé là, mais quand même, le plus jeune de cet endroit select, eh bien, il va voir cet avocat, jeu de regard très loin, beaucoup de jeux de regard dans le film, dès qu'il y a des rencontres en fait. Et après, ça va partir, quoi. C'est un film de success story, mais avec une touche particulière. Et il faut savoir que ce métrage, il n'a pas été interdit du tout, hein, mais peut-être qu'il a failli être censuré, du moins en termes de distribution de façon large aux États-Unis. On se demande pourquoi. Bon, visiblement, je pense qu'il est bien distribué là-bas. Est-ce que ce film, à lui tout seul, va réussir à faire basculer la prochaine élection présidentielle? J'en doute, mais en tout cas, c'est sûr que Donald Trump ne va pas apprécier. Enfin, en tout cas, c'est ceux qui ont vu, je crois que lui-même ne l'avait pas encore vu, enfin, peut-être qu'il l'a vu quand même depuis, disent que beaucoup de choses sont fausses là-dedans. Mais vous savez, la réalité chez Donald Trump, c'est un des thèmes du film. Hein. Voilà. La réalité, c'est la sienne avant tout qui compte. Réalité alternative, tout ça. Tous les discours que vous avez pu voir hein, de Donald Trump depuis qu'il est président, ou depuis 2016 en gros, il y a des clins d'œil ici, mais en même temps il s'est pas fait par hasard. Sauf qu'on va raconter l'histoire d'un gars qui n'était pas grand chose à paraître le fils de papa, et donc businessman par héritage, et qui se ment à lui-même et ment beaucoup de choses autour, n'est qu'une carapace en fait qui a été fabriquée. C'est le monstre de Frankenstein d'un avocat qui a voulu faire de lui son champion. Et rien que ça, c'est passionnant. Et c'est un film qui est bien. Alors attention, il y a des limites sur plein de choses. Peut-être que parfois on se concentre trop sur certains à côté, mais en même temps c'est important. Je pense que tout ce qui tourne autour de l'épouse, c'est nécessaire. Voir comment ça passe d'un amour à une sorte de ras-le-bol routinier, enfin dans un style comme ça, où ils se sont dominés, ils veulent la dominer. Il y a une scène absolument affreuse et horrible. Apparemment c'est un témoignage de la première épouse de Trump, mais qui s'est plus ou moins rétracté après, on ne saura jamais, parce que depuis malheureusement elle est décédée. Mais on voit ici l'idée. Peut-être une scène qui va en choquer quelques-uns, parce qu'elle intervient brutalement et pas forcément de façon très justifiée sur le moment de la diégèse vers la fin. J'en dis pas plus, mais bon.
C'est peut-être pour moins rendre sympathique un personnage qui, parfois, le film tente à imaginer qu'on pourrait avoir une empathie sur lui si on ne connaissait pas vraiment son destin. Tant et si bien qu'on apprécie ou on n'apprécie pas Trump, ça c'est vos idées et tout, mais dans l'idée, c'est qu'au début, on voit que c'est un naïf qui va tomber un peu dans la facilité de l'argent facile, du business facile, voilà, de ce monde de requins. Il va se faire un peu berner, mais en même temps, lui aussi, il a envie. Il a envie de s'affirmer face au père. Le père qui quand même a fait de lui son plus ou moins champion héritier parce que l'aîné, il y a tout un truc sur la famille qui est intéressant, ça développe bien. On n'est pas dans le parrain non plus, mais il y a quand même quelque chose qui pourrait y faire penser. Mais le Fred Trump Jr., donc le fils de Fred Senior, qui était censé être l'aîné et tout, qui est seulement pilote de ligne, oh le pauvre, destin terrible dans ce film, rejeté par son père, et après le frère, une fois que celui-ci a du succès. Tout ça, la mère et tout, il y a tout un truc jusqu'à la fin. Hein. Et voir comment il va avoir cette relation avec cet avocat, et évidemment comment il va essayer de berner tout le monde dans la corruption, que ce soit donc le maire de New York ou ses associés, la commission, tout ça, pour avoir des remises sur les impôts, bref, des trucs évidemment qui vont profiter qu'aux riches, pendant que New York se meurt un peu. Et lui, il veut reconstruire, mais bon, il veut reconstruire avec des palaces, quoi. Et on voit le côté social. D'ailleurs, dès le début, ça nous est présenté ainsi où Trump fait du porte-à-porte. Alors ça peut être de la fiction quand même, mais on sait jamais. Pour récupérer des loyers. Et on voit à quel point il est carnassier là, alors qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Ça, je pense que c'est quand même un vrai rajout, mais c'est peut-être le seul moment où on voit Trump en contact avec le peuple. Et si c'est vraiment ce qui s'est passé dans la vraie vie, c'était peut-être le seul moment dans l'histoire de sa vie où il a été en contact avec le peuple, pardon. Puis après, ça monte, quoi. Avec un style très documentaire. C'est-à-dire que vous avez la caméra qui bouge, un peu portée, et des petits zooms et tout. Alors on n'est pas dans Succession, cette grande série, dont j'ai parlé avec l'ami Sawyer il y a quelques mois. Mais on pourrait y penser rien qu'avec la présence du brillantissime Jeremy Strong, qui presque volerait la vedette à Sebastian Stan, qui est extraordinaire dans les mimiques. Peut-être parfois il en fait trop, mais en fait pas vraiment. Disons qu'on sent qu'il se bonifie au fil du film par rapport à son interprétation. Je ne sais pas s'il a été tourné dans l'ordre chronologique, le métrage, mais ça, on aurait l'impression que. Mais alors Jeremy Strong, extraordinaire, hein, le diable absolu, qui va avoir son downfall aussi, sa chute. Et là, tu vas penser à Succession, mais indirectement, dans le sens où... Ouais, si vous connaissez la série Succession, c'est fascinant de voir Jeremy Strong dans ce rôle-là. Puisque c'est un personnage voilà, qui a des excès, on voit les orgies et tout, il y a un moment presque Babylone de politique, bon, pas très utile, mais pourquoi pas. Et il va tomber malade, Roy Cohn, en niant tout ce qu'il a pu faire dans la sphère privée. Voilà, on va dire l'hypocrisie conservatrice absolue. Et en fait, ce film, c'est autant la naissance de Donald Trump que c'est la naissance de la renaissance absolue d'un capitalisme absolu conservateur, de Nixon à Reagan. Pas pour rien qu'on voit des moments d'archives avec ces deux présidents-là. Hein, c'est clairement ça, avec le fameux Make America Great Again, qui est un slogan de campagne, vous le savez, ça, de Donald Trump, bien sûr, mais ça a été celui aussi de Ronald Reagan avant. En fait, on le montre comme un imposteur, une fraude absolue qui ne fait que pomper des choses. Et en fait, derrière, c'est juste quelqu'un qui est paumé, qui n'arrive pas à s'affirmer. Y compris à un moment, quand il y a un drame familial, il ne veut pas affronter la vérité vraie de ce qu'il est. Dans le film, il n'est jamais vraiment lui-même, en fait. Et c'est peut-être un personnage qui n'a jamais été vraiment lui-même et qui vit dans sa réalité parallèle. C'est ce que veut montrer le film, et en ça, il le fait très bien. Et je disais que, bon, Abbasi, il a fait, Abbasi, je sais pas comment on prononce, il a fait Border et Les Nuits de Machad, qui montraient des monstres au sens large, mais très différemment. Border, c'est plutôt différence physique qui pourrait lier à la discrimination et vivre à part des humains. C'est très intéressant, Border, voyez-le. Et Les Nuits de Machad, c'est une histoire de tueur, de monstre, vraiment pur. Ben là, il y a une autre forme de monstre, le monstre capitaliste créé, Frankensteinisé ici. Et c'est un peu ça l'Amérique, hein. C'est une succession de monstres qui se créent, qui se goinfrent aussi, et qui se créent petit à petit sur ces racines-là, de cette envie d'être, voilà, la liberté absolue d'entreprendre le capitalisme, mais l'Amérique, au sens large. Finalement, ces valeurs capitalistes, ce sont les valeurs américaines aussi. Et ça, c'est passionnant. C'est-à-dire qu'Ali Abbasi s'intéresse à cela, et on a vraiment l'intérêt ici d'un pur Trump monstruosé, si vous voulez, ça se dit pas, mais montré, dans le terme monstrare, hein, le monstre, de plus en plus dans une décadence, tout en le faisant monter dans les échelons. C'est-à-dire il prend du poids, il commence à se plaindre de sa calvitie. Et dans les années 80, on n'est pas loin du cinéma de Scorsese, même que Atlantic City, à un moment, ça ferait penser à Casino. C'est vraiment cette idée-là. Et presque à un moment, c'est la vie de Biff Tannen dans Retour vers le futur 2. On le voit avec le même genre de peignoir ou robe de chambre, là. Et il a même fait refaire les seins de sa femme. Ça vous rappelle pas ça, quelque chose? Bah bon, oui, bon, Zemeckis, il avait parodié Trump à l'époque, donc là, t'as presque un clin d'œil inversé ou indirect
de cela. Donc c'est passionnant. Et le métrage parcourt les années 70-80, vous allez avoir des musiques de l'époque, je crois qu'il y a du modern talking à un moment, un peu de disco, un peu de funk vite fait au départ, pour les rues, pour on va dire la vie de New York autour qu'on ne voit qu'à peine finalement. Mais on parle des pauvres, on les situe quand même, juste, voilà, après dans les années 80 on n'en parle plus, parce que finalement Trump il vit sa vie dans sa tour d'ivoire, hein, la fameuse Trump Tower, et il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de morale. Déjà à la base il n'en a pas des masses, je suis juste un peu naïf, mais quand même il n'en a pas des masses, mais après au-delà de l'ambition il perd tout. C'est-à-dire qu'il va même réussir à devenir pire que celui qui l'a fabriqué. C'est-à-dire que l'élève dépasse le maître, et le monstre tue son créateur d'une manière ou d'une autre, c'est un peu ça. Donc c'est assez classique dans le sens où c'est du déjà vu, si vous voulez, mais dans ces drames, enfin, ces situations un peu épiques, tragiques au sens large, c'est la vraie vie aussi. Finalement, dans la vraie vie, des fois, on a des destins comme cela, pour le meilleur, mais souvent pour le pire. Et ici, jusqu'au bout, hein, jusqu'au reflet de l'Amérique dans les yeux de Trump, on comprend l'idée. Avec donc des clins d'œil bien forcés, comme quoi, ouais, il va peut-être devenir président. Il y a 2 références à cela, dont une interview que j'avais déjà vue, qui était sur le temps de la plaisanterie, mais quand on la voit maintenant, c'est amusant. Puis après, avec un conseiller de Reagan, là, ils discutent. Bon, on a compris, quoi. On l'a compris. Et puis, ouais, ça finit sur la possibilité d'un biopic. C'est amusant, parce que du coup, on a un biopic. Un biopic, le temps de livre, qui a vraiment été publié, je pense. Et là, on a eu le film. Alors, évidemment, fiction ou réalité, on est quand même dans une vraie réalité. Mais si c'est la réalité de Trump, aussi, c'est la réalité de ce réalisateur et de son scénariste, Gabriel Sherman. Ok, mais quand même, on voit les grandes lignes. Oui, c'est plutôt à charge sur Trump, même si à certains moments on pourrait tomber dans le piège au début de le trouver sympathique, mais très vite, pas du tout. Clairement pas du tout, une fois qu'il est dans le système. Mais qui est le plus visé ici, le système capitaliste américain ou Trump? Des deux. Après tout, l'un et l'autre sont liés, tout simplement. Donc ouais, c'est bien. C'est bien The Apprentice. Alors, il y a des moments où c'est un peu too much sur certaines choses, ça je l'avoue, il y a 3-4 scènes que j'aurais pas personnellement mises. Mais ce sont des choix. Ça sera pas un des grands films ultimes de l'année, mais c'est quand même une... J'allais pas dire une bonne surprise, j'avais un peu peur de ce film. Voilà. On n'est pas dans du Ruben Östlund du tout, là. Loin de là. À part une scène à un moment, mais bon. C'est vraiment bien. Et il y a des fausses nuances à un moment qui font qu'après, on a vraiment le monstre en face de nous et ça en dit long, quoi. Même sur le corps, sur le physique, on joue là-dessus. Voilà, il y a presque du body horror vers la fin, presque. Et vu ce qui se passe en parallèle en même temps qu'il y a ce body horror là, c'est dur, quoi. C'est comme s'il aspirait l'âme de quelqu'un tout en se faisant traficoter, quoi, physiquement. Donc, allez le voir, The Apprentice, même si, je vous avoue, mettez la priorité sur le robot sauvage dont j'ai parlé dimanche soir. Allez voir ma vidéo parce qu'il sort aussi là et c'est extraordinaire. Et c'est autre chose. Hein. Mais en tout cas, The Apprentice, c'est pas une déception. C'est intéressant à voir et à analyser. C'est un peu rentre-dedans parfois, mais vu le personnage, il ne pouvait en être autrement. Les moments familiaux, maritaux, tout ça, il y a des choses intéressantes. Voilà, à voir. Je pense que c'est pour tout public en soi, même s'il y a des scènes qui ne sont pas évidentes, forcément. Allez, à vous la parole, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous pensez qu'il va bouleverser ou pas l'Amérique et ses prochaines élections. J'en sais rien, c'est du cinéma après tout, mais le cinéma c'est aussi une forme de réalité. Mais quelle réalité? Bonne question. Je vous dis à la prochaine, ciao.